Ça, c'est comme donne envie. C'est fondamental que les visiteurs arrivent au Centre Pompidou-Metz parce qu'il y a cette aussi offre culturelle et diversifiée. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, on peut voir des étages avec la science-fiction, une grande installation de Thomas Auseago dans les forums et après donc bénéficier de cette exposition magnifique et qu'elle part donc d'un regard critique et subjectif des collections du Centre Pompidou. Donc c'est des expositions que nous appelons phares parce que c'est comme des accrochages semi-permanents. Donc c'est comme avoir une collection permanente mais qui change après parce que cette exposition, la répétition ouvre aujourd'hui mais elle dure 22 mois. Donc les visiteurs ils arrivent ici pour découvrir ou pour voir pour la première fois et pas uniquement des chefs-d'œuvre qui sont de la collection de la plus grande collection au monde qui est avec les moments celle du Centre Pompidou. Donc l'envie parce que ces mots répétition est fait partie de notre vie. On sait qu'on répète des gestes dans notre vie, on sait qu'il y a des formes d'obsession aussi qui reviennent, mais aussi chez les artistes. C'est ça qu'Éric Deschassés, entre autres, a voulu démontrer avec sa sélection des œuvres de son Pompidou. Donc tu as des œuvres de Matisse, mais après tu as Bruce Nauman, ou Marlène Dumas, ou une sculpture dans le musée de la Cour d'Or. Donc il veut montrer comme il y a des tics presque, ou des gestes qui se répètent, ou des détails qui sont chez les grands artistes des 20e comme du 21e siècle. Donc c'est une forme de voir l'art contemporain et l'art moderne d'une autre façon. Moi j'ai conçu cette exposition parce qu'on entend souvent parler de l'art comme de quelque chose d'exceptionnel qui serait fait de moments isolés. Et que ma pratique des artistes, des ateliers, des discussions, des préparations, d'exposition, c'est que les artistes sont des gens qui répètent beaucoup, qui se répètent et qui répètent beaucoup et dont la vie est faite de la répétition du même geste. Donc je voulais mettre ça en valeur et le mettre en valeur, ça passe par des choix de tableaux qui ne sont pas là pour illustrer un thème, mais pour en manifester la pertinence. D'où la très grande ouverture, je crois, des œuvres qui sont présentes, avec tous les médiums possibles et avec des œuvres qui représentent la répétition de façon iconographique. C'est le cas par exemple du tableau de Marie Laurencin c'est une répétition d'un spectacle qui est représenté, mais dans ce même tableau on a aussi la répétition comme geste, elle répète la même figure dans le tableau, et puis par ailleurs on a la répétition comme méthode puisqu'elle répète un tableau qui est préexistant, qui est Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, et en faisant cette répétition, qui est une adaptation, elle fait une espèce de, non pas de critique, mais elle propose une autre version de ce sujet, d'un groupe de femmes, d'un point de vue qui est un point de vue qui est le sien. Et cette manière-là de voir, elle se répète un peu partout dans l'exposition. Les choix ayant été faits d'abord parce que je connais bien les collections du Musée national d'art moderne, même si j'y ai fait des découvertes à l'occasion de cette exposition, et qu'il y a des œuvres importantes qui pour moi avaient leur place naturellement dans cette présentation. Quand je les ai choisies, elles en ont appelé d'autres. J'avais envie de voir ce que ça faisait, de voir des œuvres les unes avec les autres. Et j'ai pensé que pour les visiteurs de l'exposition, ça produirait des choses intéressantes, à la fois émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, spirituellement, que sais-je, dans ces juxtapositions. Pour moi, c'est très important que les œuvres travaillent entre elles et travaillent avec les visiteurs. Qu'on ne soit pas dans l'illustration d'un thème extérieur, mais que ça se passe à l'intérieur des œuvres d'art elles-mêmes. Et je crois que les artistes sont des personnes qui regardent beaucoup ce que font leurs collègues et qui, à partir de là, produisent tout un ensemble de réflexions. Dans l'histoire de la photographie, on voit très bien comment les photographes surréalistes au début des années 1920 inventent un certain nombre de motifs, par exemple, autour du regard, et comment dans les années 1930, une photographe comme Ilse Bing reprend ce motif et le traite d'une façon différente avec le miroir, la répétition du miroir, des formes géométriques qui s'assemblent les unes avec les autres. C'est ça le travail ensemble des œuvres. L'artiste Simon Antaille est un artiste d'origine hongroise qui arrive à Paris dans les années 1940, en 1948, et dont le travail se fait dès le départ, alors qu'il est complètement sous obédience surréaliste, avec l'idée que dans la répétition, il y a une manière de produire des choses inattendues.
qui ne passe pas par le filtre de l'illustration, de la réflexion intellectuelle ou que sais-je, mais simplement par cette répétition du même geste. En 1958, il décide de faire une toile tous les matins. Il va à l'atelier pendant 1 an entier. C'est une année liturgique, donc c'est de 1958 à 1959. Et tous les matins, il recopie les textes liturgiques du jour, plus la phénoménologie de l'esprit de Hegel qui y voit. Et le tableau se fait de cette écriture répétée sans réfléchir. Simplement, il ne choisit pas, lui, ce qu'il va écrire. Il répète ce qui lui est donné. Et comme il choisit, il le fait avec différentes encres, des encres noires et des encres roses, ça produit ce tableau où tout d'un coup la couleur se diffuse, il y a cette espèce de rose qui sort. Le tableau s'appelle Écriture rose, et c'est sans doute de ce point de vue-là un des tableaux qui est à la fois les plus laborieux, au sens vraiment le plus crasse du terme, mais aussi le plus extraordinaire, parce qu'il résume l'ensemble de l'histoire intellectuelle, philosophique, religieuse de l'Occident. Je pense qu'une exposition, c'est d'abord une question d'émotion. C'est-à-dire que moi, j'écris des livres autrement. Si je veux faire des choses uniquement sur la réflexion, je suis un historien de l'art casse-pied qui écrit des livres avec plein de notes de bas de page et ça va très bien. Et je le fais. Quand je fais des expositions, et j'en organise très souvent, ce que j'essaye de faire, c'est que pour les spectateurs et pour moi, il se produise quelque chose affectivement dans mon corps qui est des émotions. C'est ça que les œuvres d'art font. Et sans doute, à mon sens, aujourd'hui, on a trop tendance à demander ce qu'elles signifient et ce qu'elles racontent. Moi, j'essaye de faire une chose où on n'a pas besoin de se demander ça, où c'est les œuvres qui s'adressent à vous directement. Et c'est pour ça qu'elles existent, parce que sinon, si elles sont que l'illustration d'autres choses, moi je trouve qu'on n'en a pas besoin. On a assez la Terre est assez encombrée de plein de choses dont on ne sait pas comment la débarrasser pour pas lui mettre en plus d'autres choses. Donc si ça ne nous transforme pas, ça n'est pas très intéressant. Ce que j'ai essayé de rassembler ici, c'est des œuvres qui, moi, m'ont transformé, qui peut-être me transforment, et dont j'espère qu'elles peuvent aussi transformer les visiteuses et les visiteurs. La présence de Warhol dans l'exposition s'est imposée. Warhol est celui qui, dans les années 1960, impose vraiment de façon la plus explicite peut-être que n'importe qui d'autre la question de répétition comme une question centrale. Pas d'invention, les images sont prises dans les médias et répétées sur une toile par le procédé ou sur du papier par le procédé de la sérigraphie. Elles sont répétées inlassablement, des dizaines d'exemplaires, comme l'étaient d'ailleurs les images religieuses dans l'histoire de l'humanité, d'où leur caractère assez facile d'icône. Aujourd'hui, le tableau le plus cher du monde, c'est une Marilyn de Warhol, et c'est comme si c'était une icône du Christ, mais là c'est Marilyn. Et là, donc on a choisi de montrer des sérigraphies de chaises électriques, un sujet qui est particulièrement tragique. Sauf que Warhol le répète inlassablement. Alors qu'est-ce que ça fait qu'il le répète ? Est-ce que ça le décharge de son poids morbide ou au contraire, est-ce que ça l'amplifie ? Qu'est-ce que ça fait qu'il le traite avec ses couleurs ? Est-ce qu'il en dénonce le caractère ridicule ou est-ce qu'il le célèbre ? Je n'en sais rien. Et c'est vrai que Warhol a été très important pour ça parce qu'il a aussi conduit des philosophes à réfléchir à partir de là. C'est le cas de Michel Foucault, c'est le cas de Gilles Deleuze. Et donc c'était important pour moi qu'il soit dans l'exposition. Mais que soient aussi présents des artistes qui sont beaucoup moins connus, qu'on a beaucoup moins vus. Et je pense par exemple à Rosemary Carstorow, dont je montre ici une œuvre qui s'appelle Poil de dessous de bras, qui est une œuvre abstraite, qui sont des grandes traces noires et blanches sur du plâtre moulé, mais qui renvoie à cette idée que dans cette pratique obsessionnelle et répétitive du geste, il y a quelque chose qui joue du rapport avec le corps et du rapport avec ce qu'on ne veut pas voir du corps. Et là, je la montre à côté d'une performance de Paul McCarthy qui s'appelle Sauce Ketchup Heinz, dans laquelle on voit l'artiste se recouvrir de ketchup. Et voilà, c'est ça comment une œuvre travaille avec une autre. On voit le caractère quasiment abstrait de l'œuvre de McCarthy que normalement on ne voyait pas.
on voit le caractère très corporel de l'œuvre de Castoro que normalement on ne voyait pas. La salle Lorraine, elle est totalement par hasard en fait. C'est-à-dire que j'ai mis ensemble un certain nombre d'œuvres de photographes en particulier, le couple très connu Hilla et Bernd Becher, le allemand, l'artiste Éric Poitvin et Dovalouche. Et puis en fait, en mettant ces œuvres ensemble, je me suis rendu compte qu'elles avaient tout un contenu lorrain. C'est-à-dire qu'il y a des hauts fourneaux de Lorraine et de Luxembourg dans l'œuvre des Becher. Il y a des sous-bois lorrains dans les deux photographies de Poitvin, et le dessin stéréométrique de Dovalouche, il est fait en fait à partir de photographies des champs de bataille autour de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Et donc en fait c'est aussi lorrain. Mais c'est par hasard. Après j'étais assez content en fait. Je trouve que c'est important qu'on parle des situations dans lesquelles on se trouve. 15 jours pour l'accrochage, c'est un temps long. C'est un temps long parce qu'en fait, on a beaucoup d'œuvres qui sont très importantes et qui donc demandent des conditions de traitement, de constat, etc. très longs de la part des convoyeurs, de la part des restaurateurs. Il y a une dizaine de restaurateurs qui ont été mobilisés pour vérifier le bon état des œuvres. Et puis ensuite, c'est long parce que si on veut que les œuvres travaillent ensemble, il faut essayer des choses, voir si ça marche, les bouger, les déplacer de quelques centimètres, faire en sorte qu'elles soient chacune à sa juste place, que tout ça ait l'air complètement naturel au bout, même si c'est en fait très travaillé. Pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances particulières, regarder de façon un peu longue Écriture rose de Chimon Antaille, devant lequel je me trouve là, est une chose assez directe, c'est-à-dire que je pense qu'on y voit tout ce processus de répétition laborieuse, et en même temps on est devant une splendeur quand même absolument incroyable. Enfin, je veux dire, je pense que c'est une des œuvres les plus importantes du XXe siècle. Elle dit à peu près tout de l'histoire des religions en Europe, du rapport qu'on peut avoir à l'écrit, de la possibilité de transformer l'écrit en quelque chose de visuel, d'un rapport qui est à la fois complètement émotionnel. La dimension même de la toile fait tout son corps est dedans, mais aussi complètement intellectuel, parce que c'est des textes quand même très très importants, et puis par ailleurs spirituel aussi, parce que étant la nature religieuse aussi de beaucoup de ces textes et des symboles qui sont présents, tout est présent dans cette œuvre. Et c'est pas pour rien que Antaille a travaillé pendant une année entière. C'est vraiment une œuvre dans laquelle il a mis beaucoup de choses. Et puis tout le reste de son travail en découle. Alors, c'est une exposition, donc un sujet très fort. Donc chaque section, par exemple, les sections s'appellent essayer, répéter, diviser, multiplier, mais il n'y a pas de parcours forcé. Donc tu peux commencer parce que ça te fait envie de commencer avec essayer, ou tu te sens plus pour les diviser. Donc tu choisis ton terrain, ton territoire d'exploration. Alors sous les murs, c'est surtout beaucoup de peintures, c'est très coloré aussi. Il y a des œuvres abstraites, mais aussi des œuvres très figuratives. Tu as des Marlène Dumas que par exemple tu as vu à la Punta della Dogana chez Pinot, ou Marie Laurencin à l'ouverture, qui était grande artiste du XXe, qui ici a été si peu exposée. Donc voilà, tu fais ta promenade dans l'univers obsessionnel de la répétition. Dans l'entrée, il y a déjà une œuvre de la Cour d'Or. Oui, c'est la première fois. Alors, on bénéficie souvent des prêts exceptionnels aussi des musées de la Cour d'Or. Déjà, c'était pour Archimboldo, bien sûr pour chef-d'œuvre, mais pour Eva Epli, etc. Là, vraiment, Eric Deschassés a choisi, vraiment, dès la première œuvre, dès la première salle, on peut dire, son statement, c'est cette sculpture, donc anonyme, d'un artiste anonyme, ancien, romain, que c'est une stèle donc romaine, sûrement de l'amphithéâtre, où il surgit, donc Saint Pompidou-Metz. À côté, donc on voit des têtes sans ligne, parce qu'évidemment le temps les a offusquées, les a oubliées. À côté de cette œuvre de 1936, qui est de Marie Laurencin. Et pas loin, une œuvre plus conceptuelle, abstraite de François Morellet. Donc comme ça qu'il mélange, mais c'est la seule fois que le mélange, c'est-à-dire le rapport avec l'antique, les anciens, le fait uniquement avec les musées de la Cour d'Or. Le reste, c'est du XXe et XXIe siècle. La fermeture de Pompidou-Paris va amener quelque chose ici à Pompidou-Metz? Quelque chose. Il est venu des choses merveilleuses, c'est comme l'origine, c'est la quantité de prêts de son Pompidou, cette exposition notamment, mais toutes les expositions et qui fait son Pompidou-Metz bénéficient énormément des prêts de son Pompidou. 2025, donc c'est le moment de la restauration, fermeture et restauration de son Pompidou, qui s'est fait encore plus beau avec de nouveaux projets. Et donc là, on va créer vraiment des expositions
sur mesure pour son Pompidou Metz, que c'est un lieu privilégié pour son Pompidou Paris.